Bonjour, je m'appelle Salva Kajembika, économiste de formation et PhD candidate en économie appliquée. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, mais pas d'une manière labyrinthique, comme d'aucuns peuvent le constater. Il s'agit simplement des indicateurs des mesures de la richesse créée par un pays ou une nation. D'abord, qu'appelle-t-on richesse créée par un pays? Il s'agit tout simplement de l'ensemble des valeurs ajoutées créées par les unités productives localisées dans ces pays-là au cours d'une période donnée, généralement une année. Deux indicateurs de mesure principaux vont devoir être expliqués par moi aujourd'hui, à savoir le produit intérieur brut et les taux de croissance du produit intérieur brut. Commençons par le produit intérieur brut. Celui-ci se calcule selon trois approches différentes, et c'est suivant la comptabilité nationale, à savoir l'optique production, l'optique dépense, enfin l'optique revenu. Commençons par l'optique production. Comment calcule-t-on les PIB selon cette optique? Il s'agit tout simplement de la somme des valeurs ajoutées de toutes les unités productives de ces pays-là. Prenons l'exemple d'une fabrique de meubles qui produit les chaises, les tables et les armoires. Celle-ci a fait recours à d'autres entreprises pour s'approvisionner en vernis et en bois, par exemple. Supposons que cette fabrique de meubles ait produit 100 000 chaises et que le prix de vente unitaire, c'est-à-dire le prix d'une chaise, s'élève à 10 euros. Donc nous prendrons 10 euros, qui est le prix unitaire, multiplié par le nombre total de chaises produites par cette entreprise, c'est-à-dire 100 000, et on trouvera 1 million d'euros comme chiffre d'affaires total généré par cette fabrique de meubles. Nous allons soustraire des consommations intermédiaires, c'est-à-dire les intrants ayant été achetés au prix d'autres entreprises, c'est-à-dire le vernis et le bois. Supposons que le vernis et le bois aient coûté à la fabrique des meubles 400 000 euros. Et donc, nous allons devoir déduire d'1 million d'euros 400 000 euros, c'est-à-dire 1 million 400 000. Et on trouvera ce qu'on appelle la valeur ajoutée créée par cette fabrique des meubles, c'est-à-dire 600 000 euros. Et dans un pays, nous avons une multiplicité d'entreprises. Et c'est dans tout secteur confondu. Nous avons les banques qui vendent les services financiers aux entreprises et aux ménages. Nous avons les entreprises agricoles. Nous avons les entreprises de haute technologie. Nous avons les entreprises industrielles. Nous avons les entreprises de construction. C'est-à-dire, toutes ces entreprises produisent les valeurs ajoutées ou alors créent la valeur ajoutée. On va devoir additionner toutes les valeurs ajoutées créées par toutes les entreprises localisées dans ces pays-là au cours d'une année donnée pour trouver ce qu'on appelle les produits intérieurs bruts, appelés PIB de ces pays-là pour cette année. Voilà. Et là, c'est ça qu'on appelle l'optique production. Une fois que l'on a produit, la deuxième étape va consister à écouler cette production. Mais qui achète cette production-là? D'où la deuxième approche consiste à calculer les PIB selon l'optique dépense. PIB égale consommation grand C, plus investissement grand I, plus dépenses gouvernementales grand G, plus exportation grand X, moins importation grand M. Concrètement, ça veut dire quoi? Nous avons les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages qui consomment les biens finaux.
Ça veut dire quoi? Ces chaises-là vont devoir être achetées par les ménages. Et un ménage, c'est l'ensemble des personnes vivant sous un seul toit. Donc ces ménages-là ont pour fonction principale, selon la comptabilité nationale, la consommation. Donc ces ménages vont acheter ces meubles-là pour les utiliser et non pas pour produire d'autres biens. C'est pourquoi ça s'appelle consommation finale et non pas consommation intermédiaire. Nous avons les institutions sans but lucratif au service des ménages, comme les syndicats, les partis politiques, les ASBL. Donc, ces institutions-là, sans but lucratif, peuvent fournir gratuitement les services aux ménages, par exemple. Et ça s'appelle consommation finale des institutions sans but lucratif au service des ménages. Et c'est ça qu'on appelle le grand C, consommation finale, c'est-à-dire ça comporte simultanément la consommation finale des ménages ainsi que la consommation finale de ces institutions sans but lucratif au service des ménages. Nous avons les administrations publiques qui peuvent également consommer. C'est-à-dire, l'État peut aussi acheter les biens finaux. Prenons l'exemple du gouvernement qui achète les armes, par exemple, les drones, des véhicules à offrir à ses travailleurs, par exemple, aux fonctionnaires de l'État. Ou alors prenons les communes, les villes, les provinces, les régions, les départements. Donc, ce sont des représentations de l'État à différentes échelles territoriales. Et donc, toutes ces institutions-là consomment également. Et la consommation finale des administrations publiques va être symbolisée par la lettre G dans notre formulation qu'on appelle dépenses publiques ou dépenses gouvernementales, grand G. Nous avons également la formation brute en capital fixe réalisée par les ménages, les institutions sans but lucratif au service des ménages, les administrations publiques ainsi que les entreprises. C'est-à-dire, quand on parle de la formation brute en capital fixe, ça veut dire quoi? Ce sont les investissements que nous réalisons, que ces acteurs économiques réalisent, notamment l'acquisition des terrains, la construction des bâtiments commerciaux, par exemple, l'achat de nouvelles machines de production, de nouveaux équipements de production. Ça s'appelle investissement réalisé par ces acteurs économiques. Et généralement dans la formulation, le grand G va comporter les investissements réalisés par les entreprises. Parce que la fonction principale de l'entreprise consiste à réaliser les investissements et à produire. Nous avons également les exportations, c'est-à-dire ce que nous vendons à l'étranger et nous allons soustraire ce que nous achetons de l'étranger. Parce qu'en fait, des fois, la production intérieure peut être insuffisante pour couvrir entièrement la demande locale. Donc, on peut recourir aussi aux importations. On peut acheter auprès de l'étranger pour compenser l'insuffisance de la production interne. D'où nous prendrons exportation, ce que nous vendons à l'étranger, moins ce que nous achetons de l'étranger. Enfin, nous avons ce qu'on appelle la variation des stocks. Ça veut dire quoi? Il y a les produits invendus par l'entreprise et ça constitue vraiment une dépense pour l'entreprise. C'est-à-dire l'entreprise est supposée les avoir achetés. Donc, nous prendrons consommation grand C plus investissement grand I plus dépenses gouvernementales grand G plus exportation ou importation plus variation des stocks. Et là, c'est les PIB selon l'optique dépenses. Une fois que l'on a vendu, puis écoulé la production, la troisième étape va consister à rémunérer les facteurs de production ayant concouru à celle-ci. Pour produire, on a eu besoin des travailleurs, on a eu également besoin des machines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rémunérer les travailleurs, il faut rémunérer les apporteurs de ces capitaux.
C'est pourquoi nous basculons vers la troisième optique qu'on appelle les PIB suivant l'optique revenu. Et selon cette optique, voici la formule. PIB égale la somme des rémunérations des salariés plus excédent brut d'exploitation. Ça, c'est la rémunération ou les profits générés par l'entreprise. Plus les impôts sur la production, moins subventions. En fait, les salariés, lui, va obtenir son salaire. Les apporteurs des capitaux, c'est-à-dire les actionnaires ou les propriétaires de l'entreprise, vont devoir aussi obtenir leurs profits. Donc, c'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. C'est-à-dire c'est gain généré par l'entreprise après avoir déduit du chiffre d'affaires, la valeur des cotisations sociales, des salaires, ainsi que des impôts. C'est ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Et puis nous avons les impôts. Lorsque nous ajoutons les impôts sur la production, ça veut dire que, parce que l'État prélève les impôts sur la production réalisée par les entreprises. C'est donc une rémunération qui revient à l'État. Enfin, nous avons la subvention qu'on doit soustraire, parce que les subventions, elles, peuvent augmenter artificiellement notre production. Donc, nous avons rémunération des salariés, plus excédent brut d'exploitation, plus impôt sur la production, moins subvention. Ça s'appelle PIB selon l'optique revenu. La comptabilité nationale stipule que les trois approches convergent vers une identité macroéconomique comptable. Toutes choses restant égales par ailleurs, bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ces trois optiques convergent vers une réponse identique, vers une valeur identique du PIB. Voilà. Une chose subtile à préciser est la suivante. Les PIB peut soit s'évaluer à prix constant, soit à prix courant. À prix constant, c'est lorsqu'on a neutralisé les effets de l'inflation. Ça veut dire que nous avons retenu les prix d'une année de base choisie. Et cette approche nous permet de ne garder que la véritable variation de la production de cette économie-là ou bien de ces pays-là. Tandis que lorsqu'on évalue les PIB à prix courant, c'est-à-dire chaque année correspond à son propre prix, et il peut s'avérer que nous ayons une inflation au cours d'une année donnée. Cette inflation, lorsque nous allons calculer le PIB en pesant les prix fois la quantité produite, on va se rendre compte que le chiffre d'affaires ou la valeur totale va devoir être très élevé. Et cette valeur totale ne va pas être attribuée à une variation réelle de la production, mais plutôt à une hausse du niveau général des prix. Raison pour laquelle on privilégie les PIB à prix constant pour neutraliser les effets inflationnistes afin de pouvoir garder uniquement la variation réelle de la production ou l'augmentation réelle de la production. Les PIB n'est pas à confondre avec les PNB et les PIN. Le PNB, c'est le produit national brut. Lui, il tient compte de la nationalité des unités productives. Ça veut dire quoi? Si nous avons des entreprises brésiliennes qui œuvrent sur le territoire sri-lankais, par exemple, ces entreprises brésiliennes vont devoir participer au calcul du PNB brésilien, même si elles ne sont pas localisées au Brésil. Donc, on va devoir uniquement additionner la valeur ajoutée créée par les entreprises appartenant à ces pays-là. Donc, c'est un problème de nationalité des unités productives. Tandis que le PIB, lui, va tenir compte de la territorialité. Ça veut dire que, quelle que soit la nationalité des unités productives, on va tenir compte de toutes les unités productives qui sont localisées dans ces pays-là, quelle que soit leur nationalité. Si nous avons des entreprises françaises, burundaises, chiliennes, des entreprises boliviennes qui sont localisées en Éthiopie,
Donc ces entreprises-là vont devoir participer au calcul du PIB de l'Éthiopie, même si elles ne sont pas d'origine éthiopienne. Et les PIN, c'est-à-dire les produits intérieurs nets, c'est quoi? C'est les PIB dont on déduit des amortissements ou des lisures des équipements ou des bâtiments. Ça veut dire quoi? Lorsque l'entreprise fait l'acquisition d'une machine ou de certains biens d'équipement, par exemple, au fil des temps, ces équipements s'usent, s'amortissent. Il faudra déduire du PIB la valeur des amortissements ou des lisures des équipements pour voir la véritable valeur de la production de ces pays-là, qu'on appelle produit intérieur net. Le deuxième indicateur dont je voulais vous parler s'appelle le taux de croissance du PIB. Ici, on va juste comparer le PIB de 2 années consécutives, par exemple. Si nous avons l'année 2025 et l'an 2024, nous allons devoir comparer le PIB de l'année 2025 à celui de l'année 2024 pour voir si le pays a été capable d'accroître sa production d'une année à une autre ou pendant les 2 ans. Supposons que le PIB de l'année 2025 ait été de 100 000 euros et que celui de 2024 ait été par exemple de 50 000 euros. Donc pour calculer le taux de croissance du PIB, qu'est-ce qu'on fera? On fera le PIB de l'année 2025 moins le PIB de l'année 2024 divisé par le PIB de l'année 2024 multiplié par 100. Et ce taux de croissance va devoir nous indiquer si le pays a véritablement accru en termes de production d'une année à une autre. Ça s'appelle le taux de croissance du PIB. Et ce taux de croissance du PIB n'est pas un indicateur de la croissance soutenue. Parce qu'il y a une nuance, il y a d'ailleurs une grande différence. La croissance soutenue, elle fait référence à la durabilité, à la régularité de la croissance. C'est-à-dire qu'on va observer l'évolution du PIB d'un pays, par exemple pendant 7 ans, pendant 10 ans, par exemple. Est-ce que cette évolution a été régulière? Est-ce que l'accroissement de la production a été régulière pendant les 10 années, par exemple? Si tel est le cas, on parlera d'une croissance soutenue. Donc, celle-ci fait référence à la durabilité et à la régularité de l'accroissement de la production d'une année à une autre, et ce, en ayant pris en compte plusieurs années. Mais lorsqu'un pays enregistre un taux de croissance très élevé, juste pendant une seule année, on parlera tout simplement d'un taux de croissance très fort ou très élevé pour cette année-là. Et ces pics de croissance peuvent être dus à des événements atypiques tels que l'organisation, par exemple, d'un championnat de football. Par exemple, un pays qui organise la CAN ou les mondiales va devoir recevoir plusieurs nations sur son territoire. Par conséquent, les recettes en termes de restauration, d'hébergement, les recettes touristiques vont devoir accroître la production ou le PIB de ces pays-là. Et donc, cet accroissement spectaculaire de la production pour cette année-là va être dû à un événement atypique. Mais ce n'est pas un indicateur de la croissance soutenue. Il faudra voir si l'augmentation de la production est régulière pendant plusieurs années pour parler d'une croissance économique soutenue. Voilà. Voilà un peu de quoi il a été question. Et maintenant, nous devons savoir que le taux de croissance d'un pays n'est pas l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas parce que le pays enregistre des taux de croissance très élevés au cours du temps que le pays se porte mieux. Non, pas du tout. Bien sûr, les taux de croissance ou les PIB sont des indicateurs de la richesse, mais ces indicateurs sont insuffisants. Notamment, il y a des limites, il y a des désavantages qui sont liés à ces deux indicateurs. C'est notamment les inégalités sociales, c'est notamment
la question de l'environnement, par exemple. C'est notamment la question de la distribution des revenus au sein d'un pays ou au sein d'un secteur d'activité donné. Ça veut dire quoi? On peut avoir une croissance économique soutenue alors que la répartition de cette richesse-là est inégale entre les pays ou alors à l'intérieur d'un pays. C'est pourquoi il faudra accompagner ces indicateurs-là d'autres indicateurs de bien-être. Par exemple, l'indice des Gini pour voir la distribution des revenus ou alors les déciles supérieurs disposent de quel niveau de revenus, par exemple, et on compare à celui du décile inférieur, par exemple. Nous avons, par exemple, les PIB verts qui tiennent compte de la dégradation environnementale, par exemple. On peut avoir un pays qui a un taux de croissance économique très élevé, alors que la population ne bénéficie pas du bien-être, c'est-à-dire à cause du réchauffement climatique. Les gens ne savent pas bien profiter, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de biodiversité, par exemple, il y a la dégradation des richesses environnementales, par exemple. Ça peut amener des frustrations au sein de la population. C'est pourquoi il faudra ajouter à ces indicateurs de la création des richesses d'autres indicateurs de bien-être pour que ce soit complet. J'ai dit et vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. À la prochaine, je vous parlerai d'un autre sujet très important. Merci.